Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Renaud Duminil de l'Office de tourisme d'Antibes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui. Alors, situons Antibes-Juan-les-Pins pour les personnes qui viennent, qui nous écoutent de l'étranger. Comment fait-on pour y venir ? Oh ben c'est tout simple. Antibes, Juan-les-Pins, c'est entre Cannes et entre Nice. Donc c'est très près de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. Alors c'est on ne peut plus simple. De toute façon, il y a le TGV, il y a l'avion, il y a exactement tout. Il n'y a absolument aucun problème. D'accord. Pouvez-vous nous parler d'Antibes à travers l'histoire ? Quelle est l'origine déjà de ce nom Antibes ? Alors Antibes, à travers l'histoire. Je vais raconter en gros à travers l'histoire, c'est-à-dire qu'Antibes est une ville très ancienne, puisque Antibes en définitive a été créée par les Grecs. Les Grecs qui s'étaient installés à Marseille et qui ont créé la ville d'Antibes juste à côté, et ça s'appelait le comptoir d'Antipolis. Alors effectivement, Antipolis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la ville d'en face. Ceci étant dit, on n'a jamais, tous les exégètes, etc., tous les spécialistes se sont interrogés sur la chose, on n'a jamais réussi à savoir en face de quoi. Alors on s'est dit, c'est en face de la Corse, c'est en face de Nice, mais non, puisque Nice n'existait pas encore quand Antipolis a été créé, donc on n'a jamais su. Alors, je sais pas, moi je dis, mettons qu'elle est en face de la Méditerranée. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous parler de Juan-les-Pins ? Alors Juan-les-Pins, c'est une autre histoire parce que, en plus, maintenant qu'on en parle, nous fêtons cette année les 130 ans de la création de Juan-les-Pins. Juan-les-Pins, en définitive, c'était un quartier d'Antibes, mais qui n'existait pas. C'était de la lande, de la garrigue, enfin, c'était rien. Quelques plages avec des bouts de bois qui traînaient, etc. Et puis, il y a 130 ans, eh bien, il y a une société immobilière qui a eu l'idée de créer une espèce de Miami, enfin, une station, quoi, une station balnéaire. Donc, c'était en 1882. Bon, Antibes Juan-les-Pins, c'est une longue histoire, parce qu'Antibes était une ville fortifiée, était une place forte, c'est-à-dire qu'Antibes a été pendant très longtemps la place forte, la dernière place forte en France. À côté, vous aviez le comté de Nice et puis l'Italie, enfin les États de Savoie, qui étaient ennemis en général de la France, et les gens ont du mal parce qu'il y a le rattachement de Nice, mais Antibes était vraiment, avec son fort carré, avec sa place forte, était la dernière place forte qui défendait effectivement le territoire de France. Quels sont les différents aspects culturels, je pense aux concerts, au cinéma, au théâtre, au festival, que l'on peut trouver justement sur Antibes-Juan-les-Pins ? Eh bien, ils sont à la fois très patrimoniaux, parce que bon, on brasse effectivement des siècles d'histoire, ils sont très patrimoniaux, puisque justement à ce début du XXe siècle, Antibes à l'époque, c'était vous aviez les Russes qui s'étaient installés à Nice, qui en avaient fait une grande ville. Vous aviez les Anglais qui s'étaient installés à Cannes, qui n'avaient pas d'antériorité historique, mais qui en avaient fait aussi une ville de villégiature. Et puis Antibes restait une place forte. Et puis il se trouve que Antibes, alors Nice c'était les Russes, Cannes c'était les Anglais, et Antibes ce furent les Américains. Les Américains dans les années 20, après la guerre de 14-18, qui ont découvert cette ville d'Antibes et cette petite station de Juan-les-Pins qui était vraiment rien, qui était vraiment une toute petite crotte avec quelques villas, quelque chose. Et ce sont les Américains qui se sont entichés de Juan-les-Pins, où ils pouvaient vivre comme ils le voulaient. Une vie libre, vous savez, un petit peu comme des Robinson Crusoe, loin des convenances, des choses matérielles et tout, qui se sont passionnés pour ça, et qui en même temps ont amené toute l'intelligentsia aussi bien américaine d'ailleurs que française, à commencer. Et j'en reviens à la question que vous m'avez posée, à commencer par Picasso. Picasso qui est descendu, lui aussi, à Antibes Juan-les-Pins, qui a découvert. Et donc voilà, dans une des choses les plus importantes, effectivement, d'Antibes, c'est ce musée Picasso. Ce musée Picasso qui a été le premier qui a été consacré à l'artiste de son vivant. L'histoire est amusante. Picasso était sur la plage et le conservateur Romuald d'Or de la Souchère cherchait à meubler un petit peu son musée. Il a rencontré Picasso, ils ont parlé.
Et puis il lui a dit, pourquoi vous ne prendriez pas un étage et tout. Et Picasso a pris un étage, il en a fait son atelier, il y a vécu pendant un petit peu plus de 6 mois, il a peint beaucoup, et c'est toute sa période antivoise. Et puis en partant, eh ben, il a décidé de léguer toutes les œuvres qu'il avait fait à Antibes, eh ben, de les léguer à Antibes, à ce musée, qui est devenu le musée Picasso, premier musée Picasso. Et il y a une chose qui était très drôle, parce qu'il disait, qui voulait voir les Picasso d'Antibes, c'est à Antibes qu'il faut les voir. Alors bon, il a pas vu Antibes. Puis après, il y a eu Nicolas de Staël, pareil, qui est venu. Et puis voilà, ça sur le plan de particularité. Et l'autre, elle est événementielle, c'est-à-dire autour du jazz à Juan, c'est-à-dire, c'est toute l'époque Sidney Bechet, toute l'époque des années 50, quand Sidney Bechet a débarqué à Juan-les-Pins, il venait de Saint-Germain-des-Prés, et l'été, ils ont débarqué à Juan-les-Pins avec Gilles Greco, avec Louis Duterre et tous ces gens-là. Ils ont fait le Vieux Colombier, et des périodes totalement folles, hein, on peut le dire. Et puis quand il est mort en 59, il y a eu quelqu'un qui a dit, ce serait bien qu'on fasse un festival de jazz. Et dès les années 60, il y a eu le premier festival de jazz à Juan, quoi, qui a fêté cette année sa 52e année, c'est le plus ancien d'Europe. Et voilà, donc il y a une continuité, si vous voulez, il y a vraiment une continuité culturelle, patrimoniale, etc. On parlait de Picasso à l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vont jalonner la ville d'Antibes, Juan-les-Pins, à travers le temps, un peu plus anciens? Un peu plus ancien, oui. Ah oui, on peut commencer, bon, il y a des personnages annexes qui sont passés, etc. Mais on peut parler, je sais pas, de Jules Verne, par exemple. Jules Verne qui venait écrire ici, à Villa Chêne-Roc, il venait écrire, pas Chêne-Roc, les Chênes Verts. Il venait écrire les adaptations théâtrales de tous ces romans, Michel Strogoff, etc. Mais encore là, c'est anecdotique. Mais il y a des personnages plus considérables comme deux personnages qui sont un petit peu plus contemporains quand même. Enfin bon, sinon tout le monde est passé, hein, Anatole France, etc. Tous ces gens-là, ils ont écrit sur Antibes, Juan-les-Pins. Hein. Mais il y a Maupassant. Il y a Maupassant, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Sur l'eau, je vous le recommande, qui a vécu quand même très très longtemps à Antibes et qui aimait beaucoup Antibes, qui a écrit certainement quelques-unes des plus belles choses qu'on puisse écrire sur une ville. Et il était normand, il aimait bien la côte, et il avait son bateau, son bel ami, était dans le port qui est devenu le port Vauban maintenant. Il y a deux personnages très particulièrement considérables. Je ne parle pas de Prévert qui venait ici aussi en vacances très souvent, mais il y a, enfin en vacances, même pendant l'occupation, mais il y a donc deux personnages considérables. C'était Nikos Kazantzakis, qu'on a peut-être oublié, mais si je vous dis Zorba le Grec ou la dernière tentation du Christ, c'était Nikos Kazantzakis qui avait choisi d'y vivre, qui a choisi d'y vivre, il a vécu jusqu'à sa mort en gros. Ça c'était un passage considérable. Et puis il y a l'enfant du pays, Jacques Audiverti, qui est quand même un des grands dramaturges du XXe, à l'égal de Ionesco, etc., qui est un peu oublié, qui est un peu qui vit son purgatoire, mais qui était un personnage extraordinaire. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Audiverti, vous savez que ça a été le parrain de Claude Nougaro. J'allais vous le dire. Claude Nougaro en parlait beaucoup. Claude Nougaro en parlait beaucoup. Est-ce qu'il y a des monuments, alors je pense tout de suite au fort d'Antibes, est-ce qu'il y a des monuments, des curiosités que l'on peut découvrir quand on est en séjour à Antibes? Oui, bien sûr, heureusement encore. Justement, vous êtes là pour nous le dire. On passe bien sûr sur les remparts, hein, le rempart, vous voyez. Et le fort carré, c'est une chose merveilleuse parce que c'était un très bel ouvrage défensif qui a été construit sous Henri III, qui a été remanié un petit peu par Vauban. Et alors là, vous avez un panorama 360 degrés, puis vous avez vraiment un fort, vous savez, comme quand on était petit. On arrive dans ce fort, il y a la tour, il y a la chapelle, il y a le truc et tout. Et qui est construit en étoile. Il est construit vraiment complètement en étoile, en arête, en angle, etc. Et qui est au cœur qui a été préservé pendant très longtemps, parce que pendant très longtemps,
il était à l'état, mais on ne faisait pas grand-chose, et la ville l'a racheté, et donc on l'a retapé, entendons-nous, on l'a retapé mais bien, dans les règles, et ce qui fait que, du coup, autour du Fort Carré, il y a vraiment tout un parc, tout un écosystème qui a été préservé, puisqu'il avait été abandonné pendant longtemps, et c'est vraiment ça, c'est un truc merveilleux. Il y a, en monument, bien entendu, on a la cathédrale, la cathédrale, bon, qui est une petite cathédrale, parce que, après l'histoire est longue, mais je peux vous la raconter quand même en vitesse. Voilà, parce qu'Antibes étant en bord de mer à l'époque, elle était sujette à toutes les attaques, bien entendu, des Sarrasins, de l'armée d'Autriche, enfin de tout le monde pendant toutes les époques. Et en tout cas, à cette époque-là, je veux dire, c'était tellement insécure qu'au XIVe ou XVe siècle, l'évêque a décidé de partir à Grasse, qui est beaucoup plus à l'intérieur des terres, parce que c'était vraiment trop dangereux Antibes. Et donc voilà. Mais on a une cathédrale. Tout le monde me demande pourquoi vous avez une cathédrale. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'évêché, mais il y a eu un évêché. Et la cathédrale, qui est vraiment une très jolie petite cathédrale, qui a été refaite en polychromie, etc., etc. Vous avez les remparts, vous avez le bastion Saint-André, vous avez sincèrement, il y en a des tonnes, après vous les trouvez sur les sites, mais sincèrement, il y en a des tonnes. C'est ce qui est bien dans cette ville, d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été conservées, et puis, quelque part, voilà, qui ont la vieille ville en elle-même, c'est quelque chose. Il y a les tours sarrasines, il y a donc le château, bien entendu, le château Grimaldi, qui abrite des Picasso, et puis, quand vous êtes dans le vieil Antibes, vraiment, vous avez encore toutes les vieilles maisons de pêcheurs, etc., etc. Et puis après, voilà, vous arrivez dans le 19e, dans le 20e, donc vous arrivez au Cap d'Antibes, le fameux Cap d'Antibes, avec les stars, avec les grandes ce monde et tout. Vous trouvez des villas qui sont accessibles, comme la villa Hélène Rock, avec ses roseraies, avec le jardin Turé aussi. Le jardin Turé, c'est amusant de vous le raconter si vous voulez. Allez-y. Le jardin Turé, c'est très amusant de vous raconter, parce que c'était un botaniste qui venait de Bretagne, etc. Puis vraiment, il n'avait pas la santé, il avait la santé un peu chancelante. Donc, il a décidé, il s'occupait des Alpes, du Varec et des choses. Et puis, il est venu s'installer ici. Il a été le premier à construire une villa au Cap. Et donc, tous les paysans étaient totalement affolés, parce que s'étaient dit, qu'est-ce que c'est que ce mec, je veux dire, qui déplante tout, et tout ça pour planter des plantes inconnues, des choses qui ne servent à rien et tout. Parce que ce qu'il faisait, c'est qu'avec tous les voyageurs au long cours, etc., qui revenaient, qui apportaient des essences rares, eh bien, il les acclimatait, si vous voulez, sur nos terres, dans nos contrées. Ce qui fait que, après, sur la Côte d'Azur, vous avez l'eucalyptus, vous avez le pin des Canaries, etc. Et d'ailleurs, c'est devenu un centre de l'INRA, et maintenant, c'est devenu un jardin remarquable. C'est-à-dire que dans le parc de cette villa Turé, eh bien, les plantes, on les laisse pousser, on regarde comment elles se développent, on les arrose pas, on regarde comment elles se développent. Et que beaucoup de plantes que vous retrouvez sur le littoral méditerranéen, eh bien, elles viennent de là. Alors, quelles sont les principales fêtes ou festivals que l'on retrouve chaque année d'une manière régulière, à date fixe? Alors, à date fixe, il y en a pas mal. Bon, on a parlé, bien entendu, bien évidemment, on a parlé du fameux jazz à Juan. Mais il faut parler aussi de plein d'autres manifestations, comme par exemple le salon des antiquaires qui s'appelle Art Fair maintenant, qui est un salon qui a quand même sa 51e année, qui est un des 5 premiers de France, où on voit vraiment des choses merveilleuses, qui est un rendez-vous pour tous les antiquaires d'Europe en tout cas, et même de temps en temps des États-Unis, etc. Il y a un festival international de bridge aussi, pour les bridgers, bien entendu. Mais il y a beaucoup de festivals musicaux. Antibes, c'est un peu une capitale des musiques, donc il y a le jazz, il y a un festival d'art sacré, il y a la musique au cœur, mais pour jury, il y a aussi une génération virtuose qui est extraordinaire aussi, parce que c'est né d'une association sportive ouvrière et qui faisait aussi dans la culture. Et un jour, ils ont décidé de créer ce festival. Et ce festival, il va accueillir tous les grands interprètes. Le principe, c'est donner un cachet, vous voyez, un artiste qui vient juste de sortir d'un grand concours, genre Marguerite Thibault, etc. Et lui donner un cachet avec un grand orchestre symphonique, c'est souvent le Philharmonique de Monaco ou l'orchestre de Nice, et de le faire découvrir aux gens. Puis lui, ça lui donne l'occasion, avec un cachet, de se faire entendre, je veux dire, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Et il y a des gens comme, je pense à
quelqu'un qui officie maintenant sur les radios, mais qui était un violoncelliste extraordinaire comme Frédéric Lodéon. Je veux dire, à 18 ans, mais il a fait ses débuts à Juin. Et depuis, ça continue, et ça continue là encore depuis 42 ans. Et voilà. Et puis côté plus sportif, vous avez Voile d'Antibes Jean Létang, qui est voilà, une chose très prestigieuse, c'est-à-dire où vous avez une petite centaine des plus beaux bateaux du monde, des plus beaux yachts du monde, et les cathédrales de voile là, qui régatent pendant 3 jours dans la baie d'Antibes Jean Létang. Et voilà, et ça c'est super quoi. Alors justement, ça c'est plutôt à la saison estivale. Non, ça c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Oui. D'accord. Ah oui. Festival de la Sacrée, c'est en septembre. Oui. C'est pendant le mois de septembre. Vous avez aussi le Bœuf Théâtre, le premier festival d'humour en France. Ou des gens comme Florence Foresti, qui reste la marraine de ce festival. Je veux dire, tous ces gens-là ont commencé, tous ces gens-là qu'on voit à la télé maintenant, et puis et ça continue, tous ces gens-là, effectivement, sont passés. Et maintenant, ils viennent de s'installer dans un ancien tribunal qu'on a refait à neuf, et donc la nouvelle salle, et ça s'appelle le théâtre Le Tribunal. Là. Ah oui. Donc, c'est amusant. Oui, tout à fait. Alors je suppose, pour terminer l'année, vous avez peut-être quelques manifestations, des festivités ou des marchés de Noël. Noël, c'est Noël. Hein. Oui, Noël, c'est Noël. Non, Noël, c'est Noël. C'est-à-dire, non, je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, Antibes Jean Létang, c'est vraiment une ville, vous savez, c'est la deuxième ville des Alpes-Maritimes, après Nice. C'est vraiment une ville qui vit à l'année. Donc, justement, il y a toutes ces manifestations. C'est pas une ville qui vit du tourisme, hein. C'est une ville qui vit aussi avec Sophie Antipolis. Sophie Antipolis, le technopôle de Sophie Antipolis. Antipolis, c'est quand même Antibes, hein. Et pour une bonne partie, avec un nombre énorme, non seulement de retombées commerciales, mais de retombées positives, hein, de gens qui viennent à Antibes, qui vivent. Donc c'est vraiment une ville qui vit à l'année. Donc voilà, à Noël, il y a des animations de Noël. Il y a pas, on n'est pas, voilà, c'est pas Lille, c'est pas, non. c'est pas tout ça. Il y a pas de marché extraordinaire. Mais je pense que le plus important, c'est effectivement à l'année, par contre, qui est beaucoup de choses de qualité. Ce qui n'empêche pas de fêter Noël et le jour de l'an dignement. Hein. On marque une pause dans la grande évasion. On revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la grande évasion dans le Sud, sur la Côte d'Azur à Antibes, en compagnie de Renaud Duménil. Quels sont les principaux moteurs de l'économie à Antibes ? Comme je vous le disais, hein, d'abord principalement c'est bien évidemment le tourisme, hein. Oui. Mais ça c'est de très longue date. Mais à Antibes vous avez quand même grâce à Sophie Antipolis de très grandes entreprises. Antibes est à la tête, fait partie effectivement les membres les plus importants d'une communauté d'agglomération, la CASA, communauté d'agglomération Sophie Antipolis. Donc ils prennent beaucoup de secteurs économiques. Bon, il n'y a pas d'industrie, mais par contre, il y a beaucoup de recherche et de développement. Voilà, en gros. Mais c'est pas, voilà. Ouais. Et puis, bien sûr, le tourisme, ça, c'est une chose évidente. Ouais. Mais un tourisme un peu particulier. Je ne dirais pas un tourisme fou, quoi. Ouais. On ne cherche pas à en avoir le maximum, on cherche surtout à avoir la qualité, tant pour ceux qui viennent que pour ceux qui vivent dans cette ville, quoi. C'est quand même une ville de 80 000 habitants qui a besoin de vivre sa vie tranquillement. Et puis de bien offrir tout ce qu'il faut, quoi. Alors nous allons parler un peu cuisine, justement, je suppose, évidemment, nous on le sait, mais je veux dire pour les gens qui nous écoutent vraiment de l'extérieur, c'est une cuisine assez provençale, mais est-ce qu'il y a des spécialités propres à Antibes ? Absolument. Bon, il y en a une qui est propre à Antibes, mais à quelques autres villes, c'est le pissala. Allez-y.
Dites-nous. Alors le pisala, ce sont les alevins d'anchois. Et ça tient d'une tradition qui est romaine, où avant il y avait une sauce qu'on retrouve dans beaucoup d'amphores, etc., qui était à partir d'alevins, si vous voulez, d'anchois ou de sardines. On faisait une espèce de mixture qu'on mettait dans les amphores avec des épices, avec de l'huile et tout, et qu'on laissait macérer pendant 6 mois, etc., etc. Et ce pisala-là, le garum, c'était pas exactement ça, hein, mais le pisala, c'est un dérivé de ces choses-là, et le pisala, c'est ce qui sert à faire les pissaladières. Voilà. C'est-à-dire, généralement, les gens vous mettent un peu d'anchois, mais que la vraie pissaladière, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait la décoction et tout. Alors, il y en a quelques-uns qui le font encore, d'autant que, justement, ces fameux petits anchois qu'on appelle poutine ou le nouna, on a le droit de les pêcher que dans 5 villes de la côte, il y a Antibes, il y a Nice, il y a Croc-de-Cagne, il y a Menton, il y en a 5. Puis vraiment pendant une période très très brève de l'année qui doit durer même pas un mois, quoi. Ouais. Et voilà, une vraie pissaladière, théoriquement, c'est pas une crème d'anchois, c'est pas ça, c'est le pissala. Donc ça, c'est vraiment une spécialité qui, pour ne pas être exclusivement antiboise, l'est quand même. Et puis après, il y a la tomate. Il y a la tomate. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance, moi j'en ai, mais peut-être que mon enfance est plus ancienne que la vôtre, mais il y avait la fameuse tomate à l'antiboise. Ah, oui. C'était une tomate, une espèce de tomate farcie, avec, il y avait du riz, il y avait du pain, il y avait des olives, il y avait du thon, il y avait tout ça, puis on mettait 2 anchois en croix et tout. Bon, c'était une entrée, c'était un truc très frais, et il y avait cette tomate à l'antiboise. Et puis aussi, la sauce à l'antiboise que vous retrouvez, et je peux vous dire que moi je la connaissais pas au début, la sauce à l'antiboise, au fur et à mesure de m'y intéresser à travers un bouquin et tout, j'ai découvert que, partout, on parlait de la sauce à l'antiboise, puis qu'elle existe dans la guillemets gastronomique, hein, c'est une sauce à la tomate, quoi, hein, des basilic, etc., etc. Mais ça vient d'une chose très précise, c'est qu'il y a eu une variété à une époque. Bon, maintenant les tomates, elles se ressemblent toutes, hein, on le sait, mais il y a une variété à une époque, une variété qu'on appelait l'antiboise, et qui était née en Antibes sous les serres, à l'époque où on découvrait les bienfaits de la serre, justement pour cultiver hors saison, etc., et qui s'appelle l'antiboise, qui était un très bon rendement. Je vous cache pas que j'en ai pas retrouvé. Mais j'ai retrouvé dans les livres, j'ai retrouvé dans les choses de jardinier et tout. Oui, parce qu'il y avait de nombreuses variétés de tomates et d'autres légumes d'ailleurs qui ont complètement disparu. C'est dommage. Oui, non, tout à fait. Cette antiboise-là, pour l'instant, je l'ai pas retrouvé. Peut-être un de vos auditeurs. On va lancer un appel. Pour en parler. Allez savoir. Oui. Alors, je suppose que toutes ces spécialités, on les retrouve dans les restaurants. Il y a certainement des restaurants assez sympas d'Antibes, de toutes sortes de tables. Oui, non, mais ça, tout à fait. Tout à fait, il y a des... voilà, Antibes, vous savez que c'est toujours la même chose. C'est toujours entre le luxe, et puis comme toutes les villes de la côte, surtout à cette époque-là, hein, la pizzeria habituelle, le machin et le truc. Et puis des endroits authentiques. Mais ça, sincèrement, après, faut les découvrir. Je crois qu'il faut aller vers les choses qui sont déjà là à l'année. C'est comme ça, comme il y a 80 000 habitants qui s'en servent tous les jours. Donc on arrive à savoir à peu près. Mais sinon, oui, vous avez, je peux dire quand même un ou 2 noms parce que c'est tellement connu. Vous avez le Bacon, mais là on est vraiment dans le prestige et dans le luxe, mais ça les vaut, quoi. Où là, vraiment, les poissons sont non seulement de Méditerranée, mais de notre côté de Méditerranée, par exemple. C'est un restaurant, c'est une histoire fabuleuse. Je veux dire, c'est un restaurant qui dure depuis 1000 ans et tout le monde, 1000 ans, non, 1960 où il a été créé. Après, non, ça, sincèrement, je peux faire la liste, mais effectivement, il y a beaucoup de restaurants. Puis vous avez des petits restos sympas où on continue à faire la sotka, on continue. Puis on n'est pas loin de l'Italie quand même. Donc vous en avez même qui continuent à faire des pizzas assez correctes. Mais voilà, enfin après, qu'est-ce que vous voulez hein, il faut se mettre un petit peu en quête. Hein. Oui, il faut fouiner un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais enfin, dresser un portrait global, là, c'est pas toujours évident. C'était pour généraliser un petit peu. Pour les personnes qui voudraient s'installer à Antibes, quelles sont les infrastructures que propose la ville d'Antibes, Julien Lépin?
Je suppose qu'il y a tous les services, évidemment, que l'on trouve dans une ville. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est quand même une grande ville et puis qui fait preuve de son dynamisme. Hein. C'est quand même une ville qui est pavillon bleu depuis 107 ans. Et puis qui est devenue donc la deuxième ville. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas simplement parce que les gens y venaient. C'est parce qu'il y a vraiment une gestion. C'est une ville qui a connu une poussée foncière, mais qui a été maîtrisée, qui a été vraiment maîtrisée. Donc il y a de nouveaux quartiers. C'est une chose, ça j'aime beaucoup dans Antibes-Jean-les-Pins. C'est-à-dire, vous arrivez à Antibes-Jean-les-Pins, vous avez 1000 vies, quoi, et c'est la même ville. Vous allez dans le vieil Antibes, vous avez une vieille petite ville pittoresque. À côté, vous avez le premier port de plaisance européen, par le tonnage des bateaux, port d'affaires et le port Vauban. À côté, vous avez Cap d'Antibes, où il y a le fameux hôtel du Cap, où descendent toutes les stars du Festival de Cannes. Vous avez tous les grands du monde, Abramovitch, etc., Château de Lacroix et tout ça et tout. À côté, vous avez Juan-les-Pins, Fureur de vivre, les plages, etc., bling bling, enfin tout ce qu'on veut, mais ce qui est sympathique, hein, il ne faut pas oublier non plus ce qu'on a été et ce qu'on a aimé. Et puis vous avez aussi vous montez dans les terres, vous avez un côté plus authentique, puis vous avez les gens qui vivent, etc. Et de conditions qui sont quand même pas désagréables. Donc il y a des hôtels, des tables et des chambres d'hôtes, je suppose, peut-être des campings pour ceux qui aiment le camping. Oui, toute une zone de camping, oui, le camping du Pylône, qui est un immense camping, voilà, 4-5 étoiles, etc. C'est tout un quartier, c'est assez pittoresque, parce que c'est tout un quartier, c'est toute une ville dans la ville, qui se trouve près de la Siesta, près de Marineland aussi. Bon, c'est signalé Marineland quand même, qui est quand même un des premiers parcs zoologiques marins, en tout cas d'Europe. Hein. Voilà, donc ça c'est une ville, c'est vraiment cet univers qui se côtoie, quoi. Tout à fait. Et ça c'est vraiment très agréable dans cette ville-là, parce qu'on n'a pas le temps de on n'a pas le temps de s'y ennuyer, quoi. Non, puis c'est un site remarquable, hein. Ah oui, absolument. On peut le dire. L'Office de tourisme organise-t-il des visites guidées et des activités ? Absolument, indépendamment du fait qu'il organise et qu'il produit le Jazz à Juan, les musiques au cœur, et 2 ou 3 autres manifestations dans l'année, puis le festival de l'image sous-marine, bien entendu, il fait beaucoup, vraiment, on trouve vraiment beaucoup, ça me fait plaisir il n'y a pas longtemps, parce que un touriste qui se confiait à un journal disait vraiment c'est une mine d'information, etc. Et vraiment on essaie de fonctionner au mieux, c'est pas pour faire la pub, hein, l'office, mais effectivement, il y a des visites guidées, par exemple pour les gens qui arrivent, qui veulent connaître. Quand vous arrivez, c'est bien, vous arrivez comme ça, vous pouvez vous repérer, vous savez où vous allez, vous savez après ce que vous allez chercher, des visites guidées, effectivement, historiques, mais légères, hein, mais vous baladez dans la ville avec une guide agréée, et vous faites découvrir un petit peu toutes ces choses-là, quoi. Alors, vous allez nous donner l'adresse du site internet, justement. Alors, le site internet, c'est pas compliqué, hein. www, donc des 3 W habituels, Antibes-Juan-les-Pins tout collé, ANTIBESJUANLESPINS.com. D'accord. Alors, est-ce que l'on peut trouver des vidéos, est-ce qu'il y a des spécificités, des informations que les touristes ou même les non-touristes peuvent trouver? Il y en a plein sur le net, hein. Mais il y en a pas de spécifique là. Sinon un DVD sur l'histoire du jazz à Juan, mais l'office de tourisme. Mais sinon, non, il trouve facilement sur le net. D'accord, des informations traditionnelles, voilà. Et puis éventuellement, si l'intérêt, ils peuvent acheter mes livres. Oui, alors vous écrivez des livres. Oui, il y en a 2 qui sont encore dans le circuit, non, parce que je suis un passionné, moi, depuis que je suis arrivé ici, il y a maintenant 22 ans, comme le temps passe, je suis passionné tout de suite pour cette ville, parce qu'elle était belle, tout simplement, c'est une histoire d'amour aussi, hein. Et donc, j'ai commis quelques dizaines d'ouvrages, et là, il y en a 2, il y en a un qui est très amusant, parce que justement, on parlait de cuisine, on parlait de toutes ces choses-là, alors toutes les petites choses, c'est un abécédaire qui s'appelle Antibes-Juan-les-Pins de A à Z. Oui. Et c'est aux éditions Alan Sutton. Et voilà, ou par ordre alphabétique, là comme ça on a historique, quand même, machin, puis tout un tas de petites choses amusantes. Puis un livre plus historique qui s'appelle Antibes-Juan-les-Pins, le temps retrouvé,
aux éditions Equinox, où là, on remonte vraiment le cours de toute l'histoire, et des documents d'époque, etc., etc. Mais voilà. Mais enfin, sinon, sur le net, vous trouvez plein de choses. Ouais. Donc, vous avez écrit une dizaine de livres, mais en général, quels étaient les thèmes abordés toujours sur Antibes ou... Ah ben l'amour c'est l'amour. Hein, donc, oui, tout à fait. C'était beaucoup Antibes-sur-les-Pins. Après il y a eu des choses sur les petites histoires de la Côte d'Azur. J'aime bien l'histoire comme ça. Vous savez, voilà, des petites... plus que des anecdotes d'ailleurs, mais pas forcément pour ce personnage forcément célèbre, hein, mais enfin qui donne l'esprit d'un lieu, l'esprit d'un temps. Je sais pas, moi quand je m'assieds quelque part à Antibes, par exemple, je vais dans un bar où je sais que Graham Greene venait toujours. Graham Greene se souvenait, parce qu'il a vécu longtemps à Antibes. Et il a dit d'ailleurs de toutes les villes de la côte, Antibes est la seule où je me sens de chez moi, ce qui était quand même un très bel hommage quand on sait ce qu'il pensait des autres. Et voilà, quand je m'assieds là, et je me dis, voilà, Graham Greene, il voyait la même chose que moi. Et voilà, c'est un peu la permanence, ça, et avouez, c'est quand même assez sympathique. Ouais, ça fait rêver quand même la Côte d'Azur, c'est un rêve. Et oui, c'était un rêve quand j'étais petit. Ah oui. C'était un rêve quand j'étais petit, et puis voilà, le rêve est devenu une réalité. Bon, il a fait, hein, il a son avers, toute pièce a son avers, hein, mais enfin non, ça reste un rêve, et j'y pense toujours à chaque fois. Oui, un rêve qui se prolonge. C'est un rêve qui se prolonge, oui. Ouais. Oui, puis dans une ville qui est encore une fois particulière, sincèrement. Enfin, moi je sais que je suis de la région, mais quand on part de Monaco, on descend la Corniche le soir, c'est quand même magique. C'est magique, surtout l'été. Et on arrive justement sur Antibes, c'est ce qui est le cas pour moi souvent. C'est quand même... on s'en lasse pas. Ah non, vraiment. Moi quand je rentre, même je regarde les gens, vous savez. Je suis dans un wagon et tout, je regarde les gens, les étrangers et tout, et encore par le train, c'est pas la meilleure façon. Je regarde la tête des gens quand ils arrivent à Antibes, quand même. Avant de me lever, puis de descendre de mon train, puis de descendre du train, et je regarde quand même les gens, s'ils ont regardé, ce qu'ils en pensent, et tout. Oui, non, mais c'est vrai, quand on est passionné, enfin, moi, je sais que je suis aussi passionné. Bien entendu. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Aux auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui vivent là, c'est que chaque jour, ils se souviennent la première fois ils sont venus là, et qui continuent vraiment quand même à apprécier la chose. Parce que je vois tellement de gens qui, vous savez, ils sont là depuis longtemps, et puis pouf, et voilà, vous recevez quelqu'un de votre famille, ou des amis, ou des gens comme ça qui viennent là, et vous voyez leur événement, et tout d'un coup vous retrouvez celui que vous aviez quand vous êtes venu. Et voilà, c'est qu'ils continuent quand même à se rendre compte quand même de la chance qu'ils ont de vivre où nous vivons, quoi. Ce qui n'empêche pas d'être critique de temps en temps. Ah, mais bien sûr, mais... Et qui continuent à goûter. Vous savez, ici, Antibes, c'est la joie de vivre, hein, c'était le slogan. C'est Picasso a intitulé un petit tableau Antipolis sous la joie de vivre, et voilà, qui continue à goûter à cette joie de vivre là surtout, et qui n'oublie pas qu'elle existe, quoi. Oui, tout à fait. Renaud Duménil, merci d'avoir participé à cette émission. Vous nous avez vraiment fait rêver. À très bientôt et bonne chance à Antibes. Bonne continuation à Antibes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour une nouvelle escapade dans le sud de la France, évidemment, dans la Grande Évasion, dans le sud sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.